La vie m'a toujours appris que les opportunités ne se présentent pas deux fois. Lorsque j'ai été accepté au collège Saint-Louis, j'ai su que quelque chose de grand allait arriver. Ce n'était pas une école ordinaire. C'était l'établissement le plus prestigieux de la ville, un lieu imprégné d'histoire, de tradition et fréquenté par des élèves issus de familles influentes. Pour moi, qui venais d'une école publique modeste, c'était comme entrer dans un monde complètement différent. Dès le premier jour, le collège m'a impressionné. Ses longs couloirs de pierre, ses immenses portes en bois et le silence presque sacré qui régnait dans les allées me donnaient l'impression d'être dans un autre siècle. On disait qu'avant de devenir une école, ce bâtiment avait été un ancien monastère. Et bien que beaucoup trouvaient cela fascinant, il y avait quelque chose dans l'air qui me mettait mal à l'aise. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était un sous-sol scellé à l'extrémité est du collège. J'étais passé devant plusieurs fois et j'avais toujours vu la même chose. Une immense porte métallique verrouillée par une chaîne épaisse et un cadenas rouillé. Personne n'en parlait, personne n'osait s'en approcher. J'avais posé des questions à quelques camarades, mais leurs réponses étaient toujours évasives. « C'est juste un vieux débarras, rien d'intéressant », m'avait répondu Camille, une fille qui semblait mal à l'aise avec ma question. Mais si ce n'était vraiment qu'un simple dépôt, pourquoi son expression avait-elle changé brusquement? Pourquoi personne ne voulait-il en parler? Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de petits détails troublants. Des professeurs qui baissaient la voix en passant près de cette partie du collège, des élèves qui évitaient cet endroit lorsqu'ils étaient seuls. C'était comme si un secret planait au-dessus de tous, un secret dont personne ne voulait parler. Ce qui a fini par me perturber, c'est ce qui s'est passé un soir. J'étais resté tard à la bibliothèque pour réviser quelques notes. En sortant, le collège était presque vide et les couloirs plongés dans l'obscurité. J'ai décidé de prendre un raccourci par l'arrière du bâtiment, juste à côté du sous-sol. En passant devant la porte scellée, j'ai entendu quelque chose. Un bruit faible, presque imperceptible, comme un murmure. Je me suis figé sur place, le cœur battant à tout rompre. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Juste moi et cette porte fermée. J'ai avalé ma salive et reculé d'un pas. Peut-être que j'avais imaginé ce bruit, peut-être que la fatigue me jouait des tours, mais au fond de moi, je savais que cet endroit cachait bien plus que ce que tout le monde voulait admettre. Et même si une partie de moi me disait d'oublier, une autre me soufflait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Après cette nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au sous-sol fermé. L'idée qu'il y ait quelque chose d'enfoui là-dessous, à l'abri des regards, me procurait un étrange mélange de peur et de curiosité. Est-ce que mon esprit me jouait des tours, ou avais-je réellement entendu ce murmure ce soir-là? Le lendemain matin, j'ai commencé à observer mes camarades, cherchant un signe que quelqu'un d'autre savait quelque chose. C'est là que j'ai remarqué ces petits indices, la façon dont les élèves évitaient ce coin du collège, la manière dont certains professeurs changeaient de sujet dès qu'on abordait l'histoire du bâtiment. Quelque chose ne collait pas. J'ai profité de la pause déjeuner pour poser quelques questions. Je me suis approché de Léa, une des filles les plus sociables du groupe, et j'ai feint une simple curiosité sur l'histoire du collège. Il paraît que cet endroit était un monastère, c'est vrai? Ai-je demandé d'un ton détaché. Elle a hoché la tête, mais son expression a changé quand j'ai mentionné le sous-sol. Elle a baissé la voix et m'a regardé sérieusement. « Tu ne devrais pas poser de questions là-dessus, Élodie. C'est mieux ainsi. » Mais pourquoi ai-je insisté? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un cherche trop à en savoir, quelque chose d'étrange se produit, a-t-elle murmuré, jetant un regard inquiet autour d'elle. Sa réponse n'a fait qu'attiser ma curiosité. Tout en moi me disait que je devais continuer à creuser. Ce même après-midi, j'ai décidé de rester après les cours. Si je voulais des réponses, je devais fouiller les archives du collège. La bibliothèque possédait des registres anciens, et si ce sous-sol avait eu une autre utilité par le passé, j'y trouverais sûrement une trace. J'ai attendu que la plupart des élèves soient partis et je suis entré discrètement dans la bibliothèque.
Je me suis dirigé vers la section des documents historiques et j'ai commencé mes recherches. Au début, je n'ai trouvé que des informations sur la fondation du collège et son époque monastique. Mais après quelques minutes, un nom a attiré mon attention dans les archives. C'était une liste d'élèves renvoyés il y a plus de 30 ans. La plupart avaient des motifs habituels, mauvaise conduite, échecs scolaires, mais un détail m'a donné des frissons. Certains noms n'avaient aucune raison d'expulsion, ils avaient juste disparu. Mon esprit s'est rempli de questions. Pourquoi ces noms figuraient-ils sans explication? Que leur était-il arrivé? Et pourquoi personne ne parlait de ça? Soudain, j'ai ressenti un frisson dans la nuque. Quelqu'un m'observait. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu un professeur debout à l'entrée de la bibliothèque. C'était Monsieur Lambert, le responsable de la discipline. Son regard était sévère et son expression m'a fait comprendre qu'il avait vu ce que j'étais en train de consulter. « Il se fait tard, Élodie. Il est temps de rentrer chez toi », a-t-il dit d'un ton ferme. J'ai refermé le livre lentement et hoché la tête, sentant mon cœur tambouriner dans ma poitrine. Il se passait quelque chose dans ce collège, quelque chose que je n'étais pas censé découvrir. Mais il était déjà trop tard. Je ne pouvais plus me sortir de la tête ce que j'avais vu dans la bibliothèque. Ces noms d'élèves qui s'étaient volatilisés. Il y avait forcément un secret enfoui ici, quelque chose que tout le monde préférait ignorer ou dissimuler. Mais moi, je ne comptais pas abandonner. Le lendemain, je me suis rapproché de Thomas et Hugo, deux camarades en qui j'avais confiance. Je leur ai raconté ce que j'avais trouvé dans les archives et leur réaction a été bien différente l'une de l'autre. « C'est absurde, Élodie. Ils ont sûrement juste changé d'école, voilà tout », a dit Hugo tentant de minimiser l'affaire. Thomas, lui, est resté silencieux pendant de longues secondes. « Mon grand-père a étudié ici à cette époque », a-t-il murmuré enfin. Il n'a jamais voulu parler de ses années à Saint-Louis. Il disait que c'était un endroit avec des règles sévères et que certains élèves ne rentraient jamais chez eux. Ces paroles m'ont donné des frissons. Était-ce lié au sous-sol? Je savais que je ne pouvais pas enquêter seul. J'avais besoin d'aide, alors j'ai convaincu Thomas et Hugo de chercher plus d'informations avec moi. Léa s'est aussi jointe au groupe, bien qu'elle soit terrifiée à l'idée de creuser plus loin. Ce même soir, après les cours, nous nous sommes réunis à la bibliothèque et avons fouillé davantage les archives. Nous cherchions le moindre indice sur le sous-sol scellé et sur ce qui avait pu arriver aux élèves disparus. C'est alors qu'Hugo a trouvé quelque chose. « Regardez ça », a-t-il dit en pointant un vieil article de journal. Nous nous sommes penchés pour lire. C'était un article vieux de plus de 30 ans. Le titre disait « Disparition mystérieuse d'un élève au collège Saint-Louis ». Sur une vieille photo en noir et blanc, un jeune homme nommé Louis Moreau apparaissait. Selon l'article, il avait été un élève exemplaire jusqu'à ce qu'une nuit, il disparaisse sans laisser de traces. Le collège n'avait jamais donné d'explication claire. Puis, un autre article similaire, publié 3 ans plus tard. Une nouvelle disparition, un autre élève. Les dates ne coïncidaient pas, mais le schéma, lui, restait le même. Léa porta une main à sa bouche. C'est comme si quelqu'un disparaissait à intervalles réguliers. Un frisson parcourut mon dos. Je refermai brusquement le livre. J'éprouvais exactement la même sensation que la dernière fois à la bibliothèque. Quelqu'un nous observait. Je me retournai précipitamment, mais je ne vis personne. « On doit découvrir ce qui se cache dans ce sous-sol », murmurai-je. Les autres échangèrent des regards incertains. Nous jouions avec le feu, c'était évident. Mais maintenant que nous savions qu'un mystère pesait sur ce collège, il n'était plus question de reculer. Si des secrets étaient enfouis sous le Saint-Louis, nous allions les mettre à jour. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette quête de réponse nous mettrait en danger bien plus vite que nous ne l'imaginions. Cette nuit-là, après que tous les élèves furent rentrés chez eux, nous nous étions cachés dans le collège. Nous savions que si nous voulions découvrir la vérité sur le sous-sol, il fallait y pénétrer. Le plan était simple. Attendre que tout soit silencieux, puis forcer la serrure.
Hugo, qui avait un certain talent avec les outils, avait apporté un petit jeu de crochet. Selon lui, ouvrir le cadenas ne serait pas compliqué, mais au fond de moi, je savais que rien ne serait aussi facile. Lorsque l'horloge sonna 10 heures, le collège était plongé dans le silence. Seules quelques lumières restaient allumées dans les couloirs principaux, mais la zone du sous-sol, elle, était plongée dans l'obscurité. Nous avancions prudemment jusqu'à la porte métallique. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Hugo s'agenouilla devant le cadenas et se mit au travail. Clic. La serrure céda. Nous nous regardâmes, retenant notre souffle. Il était temps d'entrer. D'une main tremblante, je poussai la porte, et une odeur de renfermé et d'humidité nous assaillit immédiatement. Nous descendîmes les escaliers lentement, nos lampes de poche vacillant à chaque pas. L'air était chargé, comme si ce lieu était figé dans le temps. Lorsque nous atteignîmes le bas de l'escalier, la première chose que nous vîmes fut un couloir étroit et sombre. Les murs étaient recouverts d'inscriptions gravées dans la pierre, des noms, des dates, des phrases incomplètes, comme des appels à l'aide laissés par quelqu'un qui avait été enfermé ici. « Ce n'est pas un débarras », chuchota Léa, les yeux écarquillés. « C'est une prison. » Nous continuâmes d'avancer, chaque pas plus lourd que le précédent. De part et d'autre du couloir, de petites cellules rouillées s'alignaient, certaines contenant de vieux lits métalliques, d'autres des objets abandonnés sur le sol. Ma respiration devint saccadée. Je sentais un regard sur nous. Puis, nous arrivâmes au bout du couloir. C'était une pièce plus grande, avec une table usée en son centre. Dessus, un tas de documents et de photos en noir et blanc. Tremblante, j'attrapais l'un des papiers. C'était un rapport. Je lus à voix basse. Sujet 045. Méthode de correction échouée. Expulsion définitive. Thomas déglutit difficilement. Expulsion définitive. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne répondis pas. Je n'osais pas prononcer ces mots à haute voix, car la vérité était évidente. L'expulsion dont il était question n'avait rien d'académique. Elle était irréversible. Avant que nous puissions réagir, un bruit sec retentit derrière nous. Un claquement de porte. On nous avait enfermés. Le bruit de la porte qui se refermait résonna dans le couloir vide. Un écho sinistre qui nous figea sur place. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis Léa réagit la première. Elle courut jusqu'à la porte et la frappa violemment. « Laissez-nous sortir !» hurla-t-elle désespérée. Aucune réponse, seulement le silence oppressant autour de nous. Hugo pointa sa lampe vers le sol, tentant de garder son calme. « C'est peut-être juste un courant d'air. »« Il n'y a pas de vent ici, » murmurai-je, un frisson me parcourant l'échine. Mes yeux revinrent à la table. D'autres documents s'y trouvaient. D'autres noms rayés, d'autres rapports d'expulsion définitive. C'est à ce moment-là que je compris que ce que nous avions découvert n'était pas une vieille histoire oubliée. C'était un schéma. Tous les 3 ou 4 ans, un élève disparaissait sans laisser de traces. Le collège ne donnait jamais d'explication. Il n'y avait jamais de responsable. Et tout semblait lié à ce sous-sol. Le visage livide, Thomas s'approcha du mur du fond et leva sa lampe. Les marques gravées dans la pierre n'étaient pas que des noms. Il y avait des messages, des phrases tracées avec une urgence désespérée. Ne leur fais pas confiance. Ils nous observent. Si tu trouves ceci, fuis. L'air s'alourdit. Il devint plus dense, plus pesant. Et c'est alors que nous l'avons entendu. Un bruit. Le bruit ne venait pas de la porte, ni du couloir par lequel nous étions arrivés. Il provenait d'une des cellules vides, un léger grattement, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'obscurité. Hugo leva lentement sa lampe torche. La lumière éclaira brièvement l'intérieur de la cellule. Mais nous ne vîmes rien. « On doit partir d'ici », murmura Léa, la voix tremblante. Mais au moment où nous avons tenté de reculer, nos lampes torches clignotèrent simultanément. Et dans cet instant de totale obscurité, nous avons entendu des pas s'approcher. Nous n'étions pas seuls ici-bas. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre autre chose.
Les pas se rapprochaient encore. Nous ne voyions rien, mais nous savions que quelqu'un ou quelque chose était là. Léa respirait difficilement, agrippée à mon bras. Hugo essaya d'éclairer le couloir avec sa lampe, mais la lumière vacillait, comme si une force invisible interférant avec elle. « Qui est là ?» murmura Thomas, la voix brisée par la peur. Aucune réponse, juste ses pas. Hugo sortit son téléphone, tentant d'allumer la lampe intégrée, mais l'écran resta noir. « Ce n'est pas possible. Il n'y a plus de réseau. » La peur nous clouait sur place. Puis, les pas s'arrêtèrent. Et ce silence était encore pire, car maintenant, nous ne savions plus où il était. L'air du sous-sol s'alourdissait, comme si quelque chose d'invisible nous entourait. Thomas tenta de forcer la porte, mais elle restait verrouillée. Aucune issue. « On doit se cacher !» soufflai-je sans réfléchir. Nous nous précipitâmes vers l'une des cellules les plus éloignées, nous accroupissant parmi les débris. J'essayais de maîtriser ma respiration, mais l'adrénaline m'envahissait. Puis, dans le silence le plus total, un murmure. Tout près de nous. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » Mes mains tremblaient. Je ne voyais rien, mais je savais que nous n'étions pas seuls. Léa commença à sangloter en silence. Hugo posa une main sur sa bouche, la suppliant du regard de ne pas faire un bruit. Et soudain, les lampes torches se rallumèrent d'un coup. Et pendant une fraction de seconde, nous l'avons vue. Une silhouette élancée, debout, dans le couloir. Elle ne bougeait pas. Elle nous observait. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. J'ai couru. Thomas et Hugo me suivirent, traînant Léa avec eux. La porte était entr'ouverte. Nous l'avons poussée de toutes nos forces et avons jailli dans le couloir principal. Nous avons monté les escaliers à toute vitesse, sans nous retourner. Mais je pouvais le sentir. Il nous suivait. Enfin, nous avons atteint le rez-de-chaussée. Nous avons refermé la porte en la claquant et remis le cadenas. Le silence revint. Nous nous sommes regardés, le souffle court, tremblant, encore secoué par la peur. Personne ne dit un mot, mais nous savions la vérité. Ce lieu n'était pas abandonné. Quelque chose ou quelqu'un était resté enfermé dans ce sous-sol pendant des années. Et maintenant, il savait que nous l'avions vu. Nous avons cru que tout était terminé une fois la porte refermée. Mais nous nous trompions lourdement. Après cette nuit, nous avons essayé d'agir comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, en classe, chacun de nous tentait de jouer la comédie. Mais la vérité, c'est que nous n'arrivions pas à oublier. Nous savions que quelque chose clochait, et quelqu'un nous observait. La première alerte fut discrète. En ouvrant mon casier, j'ai trouvé un papier plié à l'intérieur. Arrêtez de chercher, ce n'est pas un jeu. Mon estomac se serra. Quelqu'un savait ce que nous avions fait. Je me précipitais vers Thomas, Hugo et Léa pour leur montrer, mais à la vue de leur expression, j'ai compris qu'ils avaient reçu la même chose. « Ils nous préviennent », murmura Léa, les yeux remplis de panique. Ce soir-là, nous sommes tous rentrés chez nous avec un poids sur la poitrine. J'ai essayé de me distraire, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette silhouette dans le sous-sol. Puis vint la deuxième menace. Nous étions chez Thomas, en train d'examiner les documents que nous avions réussi à emporter du sous-sol. Nous savions que nous devions faire quelque chose avec ces preuves, mais nous ne savions pas à qui nous adresser. Puis, nous avons entendu des pas à l'extérieur. Nous nous sommes figés, tendant l'oreille. Les pas se sont arrêtés devant la porte. Et alors, une voix s'est élevée. « Nous savons ce que vous avez fait. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. » Mon sang s'est glacé. Nous avons couru jusqu'à la fenêtre, juste à temps pour voir une voiture noire s'éloigner lentement. Nous sommes restés sans voix. Ce n'étaient plus des avertissements subtils, c'était une menace directe. « Qui diable nous suit ?» chuchota Hugo, la voix tremblante. Nous n'en avions aucune idée. Mais une chose était sûre. Quelqu'un voulait nous faire taire, et ce qui nous terrifiait le plus, c'est que cette menace pouvait venir de n'importe qui dans ce collège, même de quelqu'un en qui nous avions confiance. Dès lors,
la peur est devenue un fardeau constant. Nous ne dormions plus correctement. Nous ne pouvions plus nous concentrer en classe. Chaque ombre, chaque mouvement étrange. Nous avions cette sensation permanente d'être épiés. Nous savions que nous avions découvert quelque chose de dangereux. Mais garder le silence, c'était accepter la peur. Et nous ne pouvions pas l'accepter. Nous devons parler à quelqu'un, dis-je enfin, brisant le silence lors d'une réunion secrète chez Léa. Thomas me fixa avec incrédulité. Et à qui comptes-tu le dire? Au professeur, à la police, et s'ils sont impliqués? C'était là tout le problème. Nous ne savions pas en qui avoir confiance. Mais alors, Hugo sortit son téléphone et posa sur la table les photos que nous avions prises des documents et du sous-sol. Nous n'avons pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. Nous devons juste rendre la vérité publique. L'idée était risquée, mais c'était notre seule option. Si nous exposions tout, il ne pourrait plus nous menacer dans l'ombre. Le collège entier saurait la vérité. Cette nuit-là, nous avons décidé de tout publier en ligne. Photos, documents, enregistrements, même l'audio de ce qui s'était passé dans le sous-sol. C'était notre assurance. Si quelque chose nous arrivait, tout le monde saurait pourquoi. Mais juste au moment où nous avons fini de tout préparer, un bruit se fit entendre près de la fenêtre. Nous avons tous tourné la tête en même temps. Le rideau bougea légèrement. Thomas se leva lentement et s'approcha avec précaution. Il ouvrit la fenêtre d'un coup sec. Il n'y avait personne. Mais au sol, quelque chose n'était pas là avant. Une enveloppe noire. Léa la ramassa, les mains tremblantes, et l'ouvrit. Elle en sortit une seule feuille de papier et lut à voix basse. Il n'y aura pas d'autre avertissement. La prochaine fois, ce sera définitif. Nous sommes restés figés, sentant la peur nous envahir complètement. Il n'y a plus de retour en arrière, murmurai-je. Et d'un seul clic, nous avons publié l'information. Désormais, tout était entre les mains du monde. Le post est devenu viral en quelques heures. Le lendemain, tout le collège parlait de ce que nous avions découvert. Les documents, les photos, les noms des élèves disparus. Rien ne pouvait plus être caché. Mais les conséquences ne tardèrent pas. Quand nous sommes arrivés au collège, l'atmosphère était tendue. Les professeurs nous observaient discrètement. Les élèves murmuraient en nous regardant. Nous avions brisé un silence qui durait depuis des décennies. En milieu de matinée, nous avons été convoqués au bureau de la direction. Le proviseur, M. Lambert, ainsi que plusieurs membres de l'administration, nous attendaient. Leurs visages étaient fermés. Ils n'étaient pas contents de ce que nous avions fait. « Avez-vous la moindre idée des dégâts que vous venez de causer ?» demanda le directeur, sa voix chargée d'une colère retenue. Léa prit une grande inspiration et répondit, d'une voix tremblante mais ferme. « Nous n'avons causé aucun dégât. Le mal a été fait il y a des années. » Monsieur Lambert plissa les yeux. « Vous n'avez aucune preuve. » Hugo sortit son téléphone et montra le lien de notre publication. Le monde entier l'a déjà vu. Le directeur serra les mâchoires et frappa violemment la table du poing. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, un bruit résonna dans le couloir. Des policiers, 2 agents entrèrent dans le bureau avec une enveloppe à la main. « Nous avons reçu des dénonciations anonymes et suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête officielle », annonça l'un d'eux. Nous étions sous le choc. Quelqu'un d'autre avait osé parler. En quelques heures, les autorités ont fouillé tout le collège. Les archives ont été saisies. Le sous-sol a été ouvert officiellement. Les médias se sont emparés de l'histoire. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'était qui se trouvait derrière tout ça. Plusieurs professeurs et même d'anciens élèves qui travaillaient maintenant dans l'administration du collège. Ils avaient caché la vérité pendant des années, parce qu'eux-mêmes faisaient partie de ce système de correction. Mais cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Les responsables ont été arrêtés. Nous avions gagné, ou du moins, c'est ce que nous pensions. La vérité était enfin dévoilée, mais le vide qu'elle laissait derrière était impossible à ignorer. Le collège Saint-Louis ne serait plus jamais le même. Les médias ont explosé avec l'histoire. Des interviews, des reportages, des articles.
Même d'anciens élèves ont commencé à raconter leurs propres expériences. Ce qui était autrefois un secret bien gardé était maintenant exposé au grand jour. Mais malgré la justice obtenue, quelque chose nous troublait encore. Une semaine après le scandale, l'administration du collège annonça que le sous-sol serait transformé en mémorial. Un hommage aux élèves qui y avaient souffert. Un rappel pour que l'histoire ne se répète jamais. Le jour de l'inauguration, nous avons décidé d'y retourner. C'était la première fois que nous remettions les pieds là-bas depuis cette nuit-là. Le lieu avait été restauré. Les murs n'étaient plus couverts de poussière et de moisissures. Des plaques avaient été installées avec les noms des victimes. Les cellules étaient maintenant éclairées d'une lumière tamisée. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était l'inscription au fond du couloir. Un message qui n'était pas là avant. Vous n'auriez jamais dû ouvrir cette porte. Un frisson me traversa. Je tournai lentement la tête vers mes amis. Leurs visages livides me confirmèrent qu'ils l'avaient vu aussi. Aucun de nous ne dit un mot. Il n'y avait aucune explication. Nous avons quitté le sous-sol, le cœur lourd, une boule dans la gorge. Nous avions obtenu justice, oui. Mais nous sentions qu'autre chose était resté ouvert. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Et dans les nuits les plus silencieuses, je ressens encore ce regard dans l'obscurité. Peut-être qu'il ne nous a jamais laissé partir.